On m'avait embauché pour polir l'or de ce manoir, une fortune estimée en centaines de millions d'euros. Pourtant, derrière chaque lustre étincelant, chaque miroir parfait, se cachait un secret douloureux. Un enfant, Louis, qui pleurait sans fin, et une famille riche à en perdre la tête, incapable de l'entendre. Ce que j'ai découvert là, c'était la plus grande des trahisons, celle d'un cœur d'enfant, abandonné au milieu de tant d'abondance. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Caroline Moreau. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. J'avais toujours cru qu'une fois mes enfants adultes, je n'aurais plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il y a des choses qu'on donne, et qui ne nous sont jamais rendues. Pourtant, il y a eu un autre jour. Un jour où tout a basculé. Un jour que je revois encore, comme si c'était hier. Ce jour-là, j'étais juste Caroline, la femme de ménage du manoir de Montaigne, sur les hauteurs de Nice. Une femme ordinaire, aux mains abîmées par le travail et au cœur lourd de souvenirs. Mais ce jour-là, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que 17 nounous avant moi n'avaient pas réussi. J'ai fait rire Louis. Le manoir de Montaigne, en soi, est un spectacle. Des murs de verre qui reflètent le ciel gris pâle de la Côte d'Azur, un jardin si méticuleusement entretenu que même les roses semblaient craindre de déborder. Mais à l'intérieur, derrière le silence, un son déchirant perçait l'air. Le cri d'un enfant. Cela faisait des mois. Louis, le petit Louis, 2 ans à peine, hurlait à fendre l'âme. Ce jour-là, la salle à manger était baignée d'une lumière aveuglante, le lustre en cristal projetant des éclats éblouissants sur la table immaculée. Évelyne de Montaigne, la grand-mère, était assise au bout de la table, droite comme un i, les doigts entrelacés. Son visage, taillé dans la pierre, ne montrait aucune émotion. Léa Fournier, la 18e nounou, tentait, en vain, de calmer Louis. Il était attaché dans sa chaise haute, le visage rouge cramoisi, les petites mains agitées devant ses oreilles, comme pour bloquer le monde. Évelyne, d'une voix sèche et tranchante comme le verre, avait ordonné « Louis, mange. Cessez ces manigances. Un enfant doit apprendre l'endurance. » Léa avait murmuré, hésitante, « Madame, la lumière, elle le dérange, je crois. » Mais Évelyne l'avait coupé net, « Ne croyez pas, mademoiselle Fournier. Vous le gâtez trop. » Louis avait hurlé. Un cri si aigu, si désespéré, qu'il me transperça le cœur depuis la cuisine où je rangeais la vaisselle. Un son que je connaissais si bien. Un son qui m'avait hanté pendant 10 ans. J'avais laissé tomber la pile d'assiettes. Le fracas du verre brisé résonna dans le silence tendu. Évelyne s'était retournée, les yeux flamboyants de colère. « Que croyez-vous faire, Caroline ? » Retournez à la cuisine immédiatement. Mais je n'avais pas bougé. Mes yeux étaient fixés sur Louis. Il tremblait de tout son petit corps, des larmes mêlées de sang à cause des griffures sur ses joues délicates. Léa était figée, les larmes coulant sur son propre visage. « Madame de Montaigne, je vous en prie, il ne supporte plus. Vous lui faites du mal. » Évelyne avait pointé un doigt rigide. « Taisez-vous. Touchez-le et vous êtes renvoyé sur le champ. » C'est là que j'ai parlé. D'une voix basse, tremblante, mais ferme. Louis ne fait pas semblant. Il a vraiment mal. Regardez-le, madame. Évelyne s'était avancée vers moi, les yeux ardents. Vous n'avez aucun droit d'interférer. Vous n'êtes qu'une femme de ménage, pas un médecin, pas sa mère. Mais je ne pouvais plus reculer. Je m'étais précipité vers Louis, mes mains tremblantes débouclant la sangle de sa chaise. « Ça va aller, Louis », j'avais murmuré. « Je suis là. Respire, mon chéri. » Évelyne avait crié « Arrêtez !» Mais Léa s'était interposée. « S'il vous plaît, Madame de Montaigne, ne lui faites plus de mal. » Louis s'était effondré dans mes bras, son petit corps mou, sa respiration saccadée et peu profonde. Il tremblait comme un oiseau effrayé.
Je l'avais serré contre moi, une main frottant doucement son dos, ma voix douce et rythmée comme une berceuse. Chut. Respire, mon amour. Doucement. Je suis là. Les cris s'estompaient, entrecoupés de sanglots. Le petit corps dans mes bras commençait à se détendre. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, et fis ce que mon instinct me dictait. Je soulevai doucement Louis en l'air, pas haut, juste assez pour qu'il sente le mouvement, et le rattrapai en toute sécurité dans mes mains. Une fois. 2 fois. 3 fois. Evelyne avait hurlé, « Vous avez perdu la raison. Arrêtez ça immédiatement. » Mais Léa l'avait attrapé par le bras, secouant la tête, la voix tremblante. « Regardez, Madame de Montaigne. Regardez son visage. » Louis ne pleurait plus. Il respirait fort, ses grands yeux fixés sur moi. Et pour la première fois depuis des heures, ce regard n'était plus rempli de peur. C'était de l'émerveillement. Je l'ai soulevé à nouveau. Régulièrement, en toute sécurité, doucement. Et puis, comme un petit miracle au milieu de la tempête, Louis a ri. Le son était clair, un peu rauque, mais réel. Une courte, pure explosion de joie qui a rempli l'air. Evelyne avait la bouche ouverte. Léa avait couvert son visage de ses mains, sanglotant doucement. J'étais figé, des larmes coulant sur mes joues. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Louis, l'enfant qui n'avait connu que la peur et les larmes, riait. Il avait penché la tête en arrière, attendant que je le relance, ses petites mains tendues vers le haut, ses lèvres courbées en un sourire radieux. Encore, l'avais-je entendu murmurer. J'avais obéi, le soulevant une fois de plus légèrement cette fois. Il avait ri à nouveau, plus fort, plus longtemps. Le rire de Louis avait rempli la pièce, résonnant contre les murs froids, transperçant l'air lourd, s'élevant vers la lumière blanche et vive d'en haut. Evelyne tremblait, sa voix craquant alors qu'elle bégayait, « Comment ? Comment ça s'est arrêté ? Comment peut-il rire ?» Je tenais Louis serré contre moi, ma voix calme, mais lourde d'émotion. Parce qu'il n'a jamais été mal élevé. Son cerveau était surchargé. La lumière, les sons, les odeurs, tout l'attaquait en même temps. Son corps ne pouvait pas le supporter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon ton était à la fois tendre et résolu. Les enfants comme lui n'ont pas besoin de discipline. Ils ont besoin d'être compris. Ce mouvement, il aide son corps à réorganiser ce qu'il y a à l'intérieur. À retrouver l'ordre dans le chaos que le monde lui impose. Pendant quelques secondes, personne n'avait parlé. L'air était si immobile qu'on n'entendait que la respiration légère de Louis, mêlée aux sanglots silencieux de Léa. Même la lumière au-dessus semblait plus douce maintenant, plus aveuglante. Evelyne avait reculé d'un pas, ses yeux toujours fixés sur son petit-fils. Pour la première fois, son regard n'était pas sévère, mais incertain, tremblant. J'avais penché la tête et déposé un doux baiser sur le front de Louis. Il avait reposé sa tête sur mon épaule, les yeux fermés, un petit sourire toujours sur ses lèvres. Et dans ce silence, un miracle s'était produit. Le son du rire s'estompa, se dissolvant dans le calme de la pièce. Je tenais toujours Louis dans mes bras, son visage rayonnant de joie, tandis que mes yeux brillaient de larmes. Léa se tenait à mes côtés, la main sur la bouche, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Evelyne de Montaigne avait reculé lentement, ses lèvres tremblantes, sans un mot, puis la porte d'entrée s'était ouverte. Une voix d'homme avait résonné, rauque mais ferme. « Maman, que se passe-t-il ici ?» Tout le monde s'était retourné. Antoine de Montaigne, en costume gris, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage fatigué d'une longue journée, mais ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité devant la scène. J'étais là, au milieu de la pièce, tenant Louis, le garçon que personne n'avait pu calmer depuis des mois, et qui, maintenant, riait, reposant sa tête sur mon épaule, complètement apaisé. Antoine avait fait un pas en avant, sa voix s'adoucissant. « Louis, tu ris. » Louis s'était tourné, les yeux brillants. « Papa » il s'était écrié, sa voix tremblante, mais pleine de joie.
Papa, vole. À cet instant, Antoine s'était figé. Il m'avait regardé, moi, la femme qu'il ne connaissait que comme la femme de ménage, et avait vu dans mes yeux quelque chose qui lui serra le cœur. La douceur d'une mère et la profonde tristesse de quelqu'un qui avait tout perdu. Évelyne avait parlé, sa voix aigre d'incrédulité. Antoine, elle l'a jeté en l'air. Elle est folle. Mais Antoine ne l'avait pas entendu. Son regard était fixé sur Louis. Le petit garçon riait pour la première fois depuis la mort de sa mère. Il s'était approché. Mon fils. Louis avait tendu les bras vers lui, toujours souriant. Je lui ai délicatement confié le garçon dans ses bras et j'ai murmuré, tenez-le bien. Il a besoin de se sentir en sécurité. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il tenait son fils. Louis avait reposé sa tête contre sa poitrine. Évelyne était restée figée, le visage pâle. La pièce était tombée dans le silence, seulement le son de la respiration du père et du fils à l'unisson. Après quelques instants, Antoine avait levé les yeux vers moi. « Qu'avez-vous fait » avait-il demandé, la voix brisée. J'avais répondu doucement, « Il n'y a pas de magie, monsieur. J'ai juste écouté. Il n'est pas difficile. Il ne peut juste pas exprimer ce qu'il ressent. » Léa avait ajouté, les larmes coulant sur son visage, son corps criait à l'aide. Madame Évelyne n'a pas compris, mais mademoiselle Caroline l'a sauvé. Antoine n'avait rien dit. Il avait baissé les yeux vers son fils, paisible, les yeux clos, une expression calme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il avait serré le garçon plus fort et avait murmuré, « Merci ». J'avais secoué doucement la tête. Je n'ai rien fait. Louis s'est battu pour lui-même. Je lui ai seulement donné un peu d'espace pour retrouver son chemin, et Évelyne s'était détournée, sa voix faible. Vous ne comprenez pas, Antoine. Votre fils a besoin de discipline, pas. Non, maman, Antoine l'avait interrompu fermement, sa voix pleine d'émotion. Mon fils a besoin d'amour. Je m'étais penché, posant une main sur l'épaule de Louis, et j'avais murmuré, tu es si fort, Louis. Tu as réussi. Le garçon avait souri dans son sommeil, sa petite main toujours accrochée à la chemise de son père. Pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse, mais c'était un silence paisible, pas un silence lourd. Par la fenêtre, le soleil de l'après-midi pénétrait, faisant scintiller la larme qui brillait sur mon visage. Évelyne avait quitté la pièce en silence, sans un mot de plus. Antoine était resté là, tenant son fils, me regardant, moi, la femme qui avait fait ce que le monde n'avait pas pu faire, et au plus profond de lui, il savait qu'à partir de ce moment, tout avait changé pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi j'avais pu faire cela, moi, une simple femme de ménage, pour comprendre le premier rire de Louis après tant de mois passés dans les larmes, il faut remonter le temps. Revenir au premier jour de mon arrivée dans ce manoir, et bien au-delà encore, à une partie de mon passé que je croyais avoir enseveli pour toujours, 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais franchi les portes monumentales du manoir de Montaigne, sur les hauteurs de Nice. De loin, il paraissait parfait. Une œuvre d'art moderne, tout en verre et en lignes épurées, reflétant le ciel souvent gris de la Côte d'Azur. Les jardins, dessinés au cordeau, semblaient même intimider les roses, si belles, mais si craintives de déborder. C'était un lieu de richesse, une richesse qui se comptait en plusieurs centaines de millions d'euros, sans doute. Un empire bâti sur l'immobilier, celui d'Antoine de Montaigne. Mais cette perfection extérieure cachait une réalité bien différente. À l'intérieur, derrière les murs froids et les vastes espaces épurés, régnait un silence. Un silence lourd, oppressant, que seuls les cris de Louis venaient déchirer de temps à autre. 17 nounous, disait-on, avaient tenté leur chance avant Léa. Chacune d'elles avait fini par partir, le visage pâle, les mains tremblantes, vaincues. La dernière, Sophie Dubois, je l'avais vue faire sa valise dans le grand hall. Elle tremblait. « Je suis désolée » avait-elle chuchoté, la voix brisée. « Je ne peux simplement plus faire ça. » Elle était partie, la lourde porte claquant derrière elle,
un écho de verdict final. Du haut du grand escalier de marbre, Evelyne de Montaigne l'avait observée. Grande, les cheveux argentés impeccablement tirés en chignon, la posture droite, les yeux froids et vifs. Personne, de nos jours, n'a la patience d'élever un enfant, avait-elle commenté, sa voix résonnant dans le vide. Au fond, Louis, 2 ans, continuait de hurler. Ses cris rebondissaient sur les murs et le plafond, parfois entrecoupés du bruit de jouets frappant le berceau. Pour Evelyne, c'était de la simple mauvaise conduite. Pour Sophie, c'était la limite de la folie. Mais pour moi, Caroline Moreau, la discrète femme de ménage, c'était tout autre chose. Je me suis arrêté de passer la serpillière, mes yeux se levant vers le plafond d'où les pleurs vibraient à travers les poutres. En 6 mois de travail ici, j'avais entendu ce son des centaines de fois. Chaque fois, ma poitrine se serrait. Ce n'était pas le bruit en lui-même. C'était le souvenir qu'il portait. C'était le même son que mon fils, Gabriel, faisait avant de mourir. Je fermais les yeux, une respiration tremblante. Mais les images affluaient. Les lumières stériles de l'hôpital, le bip froid des machines, les petites mains agrippant ma chemise jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Je serrai plus fort le manche de ma serpillière, me forçant à revenir au présent. Le manoir était beau, oui, mais si vide. Chaque mur poli, chaque rideau blanc, chaque surface impeccable semblait imprégnée de solitude. Et au milieu de ce vide, j'étais là. Une femme qui avait tout perdu. Mon cœur, il avait cessé de battre vraiment depuis longtemps. Mais ici, dans ces pièces, il se remettait, étrangement, à vibrer. En phase avec le cri silencieux d'un enfant qui murmurait à travers ses sanglots, « S'il vous plaît, aidez-moi ». J'observais Evelyne. Chaque matin, à 6 heures précises, elle descendait l'escalier, le claquement régulier de ses talons résonnant sur le bois. Robe de laine bleu foncé, chignon parfait. Tout dans la maison suivait son rythme. Petit déjeuner à 7 heures, nettoyage à 8 heures, silence absolu après 9 heures. Pour elle, l'ordre était la seule manière de maintenir une famille debout. Sur le mur du salon, des dizaines de prix et de photos de son fils, Antoine de Montaigne, fondateur de l'une des plus grandes sociétés immobilières de la région. Sur ces photos, Antoine souriait. Mais ce sourire n'existait plus dans la vie réelle. Antoine quittait la maison à 6 heures du matin et revenait après 22 heures. Le travail, les projets, les contrats. Il s'y enfouissait comme un homme fuyant sa propre douleur. Depuis que sa femme, Anne, était décédée des suites de complications postnatales, Antoine n'était plus le même. Il refusait de prononcer son nom, refusait de parler de sa perte, et n'entrait jamais dans la chambre où elle avait autrefois reposé. Evelyne croyait que le temps guérirait tout. Mais la seule chose que le temps avait faite était de transformer la maison en une boîte scellée remplie d'âmes épuisées. Louis, le petit Louis, portait tout ça sur ses petites épaules. À 2 ans, il vivait entouré de silence, de l'écho sec des pas, et de commandes tranchantes, dénuées d'émotion. Pas de larmes inutiles, disait Evelyne. Pas de désordre. Un enfant apprend la force intérieure, pas la dépendance aux gestes superflus. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque commandement faisait un peu plus reculer le cœur de l'enfant. Dans la cuisine, je travaillais en silence, lavant chaque assiette sous le bruit régulier de l'eau qui coule. En 6 mois, je n'avais pas entendu un seul merci de la part de la famille. Parfois, en traversant le couloir, je voyais Antoine, assis dans son bureau sous la faible lumière jaune, la tête entre les mains. Sur le bureau, une petite photo d'Anne et de Louis nouveau-né. Il la fixait longuement, puis la rangeait dans un tiroir, comme s'il cachait son chagrin au monde. Evelyne, elle, était différente. Elle ne croyait pas aux larmes. Mon fils a réussi parce que j'ai été stricte, disait-elle souvent. Mais si j'avais été douce, il ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Antoine ne croyait plus ces mots. Il ne savait juste pas comment changer. Un soir, alors que j'essuyais la table de la salle à manger, Evelyne m'appela. Demain, la nouvelle nounou arrivera. J'espère qu'elle ne sera pas aussi faible que les autres,
dit-elle froidement. Oui, madame, j'avais répondu doucement. Madame Evelyne me lança un regard glacial. N'interférez pas avec l'éducation de l'enfant. Vous êtes ici pour maintenir la propreté. Compris. J'avais hoché la tête, bien qu'une vague d'amertume montât en moi. J'avais entendu Louis pleurer toute la journée, un cri identique à celui de Gabriel des années auparavant. Et ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas le cri, mais le silence qui suivait. Ce genre de silence qui signifie qu'un enfant a cessé d'appeler à l'aide parce qu'il sait déjà que personne ne répondra. Cette nuit-là, la maison était de nouveau étrangement silencieuse. Antoine resta dans son bureau. Evelyne était assise en train de lire dans son fauteuil. Je nettoyais sous la faible lumière. À l'étage, Louis ne pleurait plus. J'ai levé la tête, écoutant. Pendant un instant, j'ai perçu un tout petit son, une respiration faible et tremblante. J'ai murmuré doucement, comme si je me faisais une promesse à moi-même. Demain. Si personne n'écoute ce garçon. Je le ferai. Chaque jour qui passe, le lien se tissait, invisible. Le manoir, dans sa splendeur glacée, m'appelait point ce silence dans le manoir. Ce silence qui suivait les pleurs. C'était le plus difficile. Il me renvoyait 10 ans en arrière, vers un lieu que je n'avais jamais voulu revoir. Un lieu fait de bruits insupportables, de silences effrayants. Mon passé. À l'époque, nous vivions dans un petit appartement à Marseille. J'étais serveuse et mon mari, Marc, était ouvrier dans le bâtiment. La vie était simple, oui. Mais pleine de rire, de l'odeur de la blanquette de veau le dimanche, du soleil qui entrait par la fenêtre. Jusqu'à ce que Gabriel, notre petit Gabriel, commence à avoir ses crises de larmes étranges. Au début, ce n'était que quelques pleurs. Quand les lumières étaient trop vives. Quand un klaxon retentissait dehors. Ou quand quelqu'un le touchait de manière inattendue. Mais bientôt, ces petits pleurs se sont transformés en de véritables attaques de panique. Gabriel tremblait. Il convulsait. Il frappait sa tête contre mon épaule, comme s'il essayait d'échapper à un monde trop bruyant. Je le serrais fort contre moi, murmurant à travers des respirations tremblantes, « Maman est là, mon amour. » Je l'ai emmené de médecin en médecin. Ils disaient tous la même chose, comme s'ils lisaient le même script. Vous le gâtez trop. Tous les enfants pleurent. Leur sourire fatigué, leur hochement de tête, leurs mots creux éteignaient lentement ma foi. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon instinct de mère me criait que mon enfant n'était pas gâté. Il était différent. Marc, lui, a commencé à changer. Il devenait silencieux. Rentrait tard. Buvait davantage. Un jour, il est parti. Les derniers mots qu'il m'ait dit avant de s'en aller résonnent encore en moi, froids et tranchants. Tu l'as rendu faible, Caroline. Tu l'as brisé. La petite pièce s'était soudain sentie incroyablement vaste. Chaque nuit, je tenais Gabriel à travers des larmes infinies, priant que le matin apporte un miracle. Je le ramenais encore et encore à l'hôpital, suppliant, désespéré, « S'il vous plaît, quelque chose ne va pas avec mon fils. » Puis vint cette nuit de décembre. La pluie tombait dru. Le tonnerre déchirait le ciel. Gabriel avait eu sa pire crise. Il hurlait. Se griffait le visage. Cachait sa tête contre son berceau jusqu'à ce que le sang apparaisse. Je l'ai serré fort et j'ai couru dans la tempête, mes vêtements trempés, mes mains tremblantes. À l'hôpital, un jeune interne l'a pris de mes bras. Il s'est figé. Les yeux écarquillés. Puis il a murmuré, « Ce garçon ne fait pas des caprices. » Son cerveau réagit de manière excessive au son et à la lumière. Ça pourrait être un trouble de l'intégration sensorielle. J'ai éclaté en sanglots. Après toutes ces années, quelqu'un, enfin, me croyait. Mais c'était trop tard. Gabriel avait développé une infection grave, masquée par les symptômes sensoriels. 3 jours plus tard, il a quitté ce monde dans mes bras. Moi,
La femme qui n'a jamais cessé de croire que son enfant n'était pas brisé, juste différent. Quand je suis venu travailler au manoir de Montaigne, je n'avais aucune idée que le destin me ramenait exactement là où j'avais fui. Pendant les 6 premiers mois, j'ai essayé de garder mes distances. Mais chaque fois que j'entendais Louis pleurer, mon cœur se serrait, et l'image de Gabriel revenait. Le petit garçon aux yeux bruns profonds qui pleurait jusqu'à n'en plus avoir la force. Maintenant, dans le calme de la nuit, je suis assise au bord de mon lit, serrant le médaillon avec la photo de Gabriel à l'intérieur. Je murmure, mon amour, mon fils, si ton âme demeure encore, aide-moi à ne pas avoir peur. Aide-moi à sauver ce garçon. Une douce brise agita le rideau, faisant pencher la lumière dorée. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose de petit mais de puissant effleurer mon cœur. Je me suis levé et j'ai regardé vers le plafond, vers l'endroit où Louis dormait après sa longue crise de larmes. Mon regard s'est adouci, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un sourire douloureux, mais déterminé. Louis. Je ne t'abandonnerai pas. Jamais. Si vous avez déjà ressenti cette impuissance, ce désir ardent d'être écouté, ou si une histoire comme celle-ci vous touche au plus profond, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Votre expérience compte. C'est en partageant que nous tissons les fils de l'humanité. Le lendemain matin, le brouillard enveloppait encore la colline. De la fenêtre de la cuisine, j'ai observé une voiture argentée s'arrêter devant le portail du manoir. Une jeune femme en est descendue, tirant une petite valise et un sac en tissu rempli de jouets colorés. « Ça doit être elle », j'ai murmuré. Le portail s'est ouvert automatiquement, et Evelyne de Montaigne se tenait déjà dans l'entrée, composée mais froide. « Bonjour, Madame de Montaigne », dit la jeune femme d'un ton joyeux. « Je suis Léa Fournier de l'agence Lumière d'enfance. Je suis ici pour m'occuper de Louis. » Les yeux d'Evelyne l'ont scanné de la tête aux pieds. Basket, queue de cheval, ce sourire ouvert. « J'espère que vous n'êtes pas sous l'impression que ce travail sera facile, » dit-elle d'un ton sec et régulier. « Les 17 nounous avant vous n'ont pas tenu 3 semaines. » Le sourire de Léa n'a pas faibli. « Je comprends, madame. J'ai déjà travaillé avec des enfants ayant des besoins particuliers. Chaque enfant est un monde à part, et j'aimerais apprendre à connaître le monde de Louis. » Une lueur d'irritation a traversé le visage d'Evelyne. « Ici, nous croyons à la discipline et à la structure. Pas de discussion sur des mondes particuliers. Les enfants doivent apprendre à obéir. » J'étais là, polissant la table à proximité, et je me suis figé une seconde. L'air était tendu, chargé. Mais Léa se tenait calmement. « Je respecte votre approche, » dit-elle doucement. « Mais je crois aussi qu'un enfant doit parfois être compris avant de pouvoir être enseigné. » Evelyne serra les lèvres. « Nous verrons si vous pensez toujours cela dans quelques jours. » Elles ont traversé le couloir et monté les escaliers. J'ai suivi silencieusement, feignant de travailler juste pour écouter. « C'est la chambre de Louis, » dit Evelyne, ouvrant la porte. La pièce était inondée d'une lumière blanche et froide, impeccable, presque stérile. Dans un coin, le petit garçon était assis dans son berceau, serrant une peluche usée, le visage pâle et distant. « Salut », dit Léa doucement, s'agenouillant à son niveau. « Je suis Léa. » Louis l'a regardé quelques secondes, n'a rien dit, puis s'est détourné. « Il est préférable de ne pas trop parler », intervint Evelyne. « Il n'aime pas l'attention. » Mais Léa a seulement souri. « Ce n'est pas grave. J'ai le temps. » Elle a posé son sac, en a sorti une petite balle jaune et l'a roulée doucement vers lui. La balle a touché le pied de Louis, et s'est arrêtée. Il n'a pas bougé au début, puis a lentement tendu la main et l'a tapotée avec un tout petit doigt. Debout dans l'embrasure de la porte, j'ai retenu mon souffle. C'était juste un petit geste, mais c'était suffisant pour me remuer le cœur. Dans ce bref instant, la lumière dure s'est adoucie, et la maison froide a semblé se réchauffer d'un seul degré. Evelyne a croisé les bras, mécontente, et s'est détournée. « Faites votre travail, dit-elle sèchement. J'ai regardé Léa partir,
puis je suis retourné vers Léa et Louis. Personne d'autre dans cette maison ne l'avait remarqué, mais quelque chose avait bougé. Petit, fragile, presque invisible. Pourtant, cela pourrait bien être le début de tout. Cet après-midi-là, le soleil inondait les hautes fenêtres, dessinant de longues rayures sur le sol du salon. Évelyne de Montaigne, 63 ans, était assise bien droite dans son fauteuil, un carnet en cuir parfaitement équilibré sur ses genoux. En face d'elle, Léa Fournier était assise avec son propre petit bloc, prête à prendre des notes. Avant de commencer, dit Évelyne de son ton précis et sec, il y a quelques règles de la maison que vous devez comprendre. Oui, madame, répondit Léa poliment, son sourire stable, mais légèrement contraint. Règle numéro 1, Évelyne leva un doigt. Pas de câlin ou de contacts physiques inutiles. Je ne crois pas au réconfort. Un enfant doit apprendre la maîtrise de soi tôt. Léa a arrêté son stylo. Madame, Louis n'a que 2 ans. À cet âge, l'affection physique est une partie importante du développement émotionnel. Évelyne l'interrompit, sa voix coupante comme du verre. Je n'ai pas besoin que vous m'appreniez comment élever des enfants. Mon fils a été élevé ainsi, et il est l'un des hommes les plus accomplis que je connaisse. Léa leva les yeux, ses yeux calmes, seulement une trace de tristesse y scintillant. Il est peut-être accompli, dit-elle doucement. Mais cela signifie-t-il qu'il est heureux? La pièce se figea. Moi, en train d'épousseter la bibliothèque à proximité, j'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Le front d'Évelyne se fronça. Elle claqua le carnet. Je ne vous ai pas engagé pour philosopher. Continuez d'écrire. Règle numéro 2, continua-t-elle, sa voix devenant plus dure. Louis mange à des heures fixes, 8 heures, midi et 18 heures. Pas plus tôt, pas plus tard. S'il a faim en dehors de ces heures, il doit apprendre à attendre. Le monde ne tourne pas autour d'un enfant. Léa écrivit lentement. Compris, madame. Règle numéro 3, poursuivit Évelyne. Pas de jouets colorés ou bruyants. Je ne veux pas que ma maison se transforme en cirque. La simplicité développe la concentration. Léa jeta un coup d'œil à son sac de jouets. Des balles en caoutchouc vives, des blocs de bois peint, et pendant une seconde, ses mains tremblèrent. Puis elle sourit faiblement. Je ferai de mon mieux, madame. Évelyne lui fit un léger signe de tête, le faible sourire de quelqu'un qui croit avoir gagné. Bien. J'espère que vous tiendrez plus longtemps que les autres. Aucune n'a dépassé 3 jours. Léa la regarda droit dans les yeux. Je ne pars pas. Je suis venu ici pour Louis. Évelyne haussa un sourcil, peu convaincue, et se leva. Nous verrons combien de temps cette promesse durera. Elle s'éloigna, laissant derrière elle le parfum léger et vif de son parfum. Je me suis tourné vers Léa, les yeux remplis d'un mélange d'inquiétude et d'admiration. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ça, demandai-je doucement, une fois Évelyne partie. Léa sourit, un sourire doux mais déterminé. J'ai rencontré beaucoup d'enfants comme Louis, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Nous avons toutes deux ri doucement, une brève étincelle de chaleur dans une maison encore lourde de silence. J'ai repris mon chiffon, retournant à mon travail. Mais à l'intérieur de ma poitrine s'agitait quelque chose d'inhabituel. La peur mêlée à l'espoir. Je savais que les règles d'Évelyne n'étaient que la surface, un déguisement pour une douleur longtemps enfouie, enveloppée de contrôle-point le lendemain, vers midi, la salle à manger était aveuglante de lumière. Le lustre en cristal blanc déversait sa lueur directement sur la table, rebondissant sur la vaisselle de verre jusqu'à ce que tout l'espace semble brûler d'un éclat éblouissant. Au bout de la table, Évelyne de Montaigne était assise, sa posture rigide, les doigts entrelacés. En face d'elle, Léa Fournier, la 18e nounou, plaça soigneusement un bol de soupe à la citrouille devant Louis. « C'est ta préférée, Louis » dit Léa doucement, essayant de garder sa voix tendre. « Je l'ai faite comme ta maman le faisait. » Louis regarda le bol, les yeux écarquillés. Il ne toucha pas la cuillère. La luminosité de la lumière le fit plisser les yeux,
puis gémir doucement, ses petites mains montant pour couvrir ses oreilles. Evelyne fronça les sourcils, mécontente. Louis, mange. Cessez ces manigances, dit-elle froidement. Madame, murmura Léa. La lumière pourrait le déranger, je pense. Ne pensez pas, claqua Evelyne, tapotant brusquement ses doigts sur la table. Je vous l'ai dit, vous le gâtez trop. Un enfant doit apprendre à endurer. De la cuisine attenante, je rangeais des assiettes, entendant chaque mot. Le ton glacial d'Evelyne se mêlait au tintement sec de l'argent contre la porcelaine. Je me suis figé, écoutant, puis un cri déchira l'air. Louis hurla, le son aussi aigu que du verre. Léa sursauta, laissant tomber la cuillère. Ça va, Louis. C'est juste la lumière, dit-elle rapidement. Je vais la tamiser. Non, hurla Evelyne, claquant sa main sur la table. Le bruit fit tressaillir Louis, son corps tremblant, des larmes coulant sur ses joues. Reste tranquille. Arrête de faire semblant. Louis pleura plus fort, se griffant le visage jusqu'à ce que des traînées rouges apparaissent sur sa peau délicate. Léa paniqua, se levant de sa chaise. Madame de Montaigne, s'il vous plaît, laissez-moi le réconforter. Non. Evelyne la coupa net, sa voix comme du fer. Laissez-le crier jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Si vous le prenez dans vos bras, il apprendra à vous manipuler. Les pleurs remplirent la pièce. Chaotique, brute, insupportable. Chaque sanglot de Louis me semblait être un couteau se tordant dans ma poitrine. Je fis un pas en arrière, la main sur le cœur, le pouls battant. J'avais déjà entendu ce son. Gabriel, mon fils, pleurait exactement comme ça. Impuissant, désespéré, ignoré. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai laissé tomber la pile de vaisselle et j'ai couru hors de la cuisine. Le fracas de la porcelaine se brisa dans l'air. Evelyne se retourna brusquement, la fureur dans les yeux. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire, Caroline ?» Retournez à la cuisine immédiatement. Je n'ai pas répondu. J'avais vu Louis, et pendant un battement de cœur, le sang dans mes veines a semblé s'arrêter. Le petit garçon était étroitement attaché dans sa chaise haute. Son visage était écarlate, des larmes mêlées de sang, des griffures sur ses joues délicates. Son corps tremblait violemment, ses petites mains secouant de manière incontrôlable. Léa était figée, les larmes coulant sur son visage. « Madame de Montaigne, s'il vous plaît, » plaida Léa. « Il n'en peut plus. Vous lui faites du mal. » Evelyne pointa un doigt rigide vers elle. « Taisez-vous. Touchez-le et vous êtes renvoyé immédiatement. » Louis ne fait pas semblant, dis-je, ma voix basse et tremblante, mais ferme. Il a vraiment mal. Regardez-le, madame. Vous n'avez aucun droit d'interférer, Evelyne s'avança vers moi, les yeux flamboyants. Vous n'êtes qu'une femme de ménage, pas un médecin, pas sa mère. Je n'ai pas reculé. Je me suis précipité aux côtés de Louis, me penchant sur lui, mes mains tremblantes alors que je détachais la sangle. Ça va aller, Louis, murmurai-je. Je suis là. Respire, mon chéri. Arrêtez, cria Evelyne, mais Léa s'interposa entre elles. S'il vous plaît, madame de Montaigne, pleura-t-elle. Ne lui faites plus de mal. J'ai libéré le garçon. Louis s'est effondré dans mes bras, son petit corps mou, ses respirations brisées et peu profondes. Il tremblait comme un oiseau effrayé. Je l'ai serré contre moi, une main frottant doucement son dos, ma voix douce et rythmée comme une berceuse. Chut. Respire, mon amour. Doucement maintenant. Je suis là. Les cris résonnaient toujours, plus courts maintenant, brisés par des sanglots. Le petit corps dans mes bras commença à se détendre, les tremblements violents s'estompant en de légers frissons. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, et fis ce que mon instinct me dictait. Je soulevai doucement Louis en l'air, pas haut, juste assez pour qu'il sente le mouvement, et le rattrapai en toute sécurité dans mes mains. Une fois.
2 fois. 3 fois. Evelyne avait hurlé, « Vous avez perdu la raison. Arrêtez ça immédiatement. » Ces mots cinglaient l'air, mais ils ne m'atteignaient plus. Ma seule préoccupation était le petit être tremblant dans mes bras. Léa, cependant, s'était interposée entre Evelyne et moi, secouant la tête, sa voix tremblante d'une émotion forte. « Regardez, Madame de Montaigne. Regardez son visage. » Louis ne pleurait plus. Ses sanglots s'étaient transformés en de petites respirations saccadées. Ses yeux, d'abord embués de larmes et de peur, s'étaient ouverts en grand, fixés sur mon visage. Et pour la première fois depuis des heures, ce regard n'était pas rempli de terreur. C'était de l'émerveillement. Je l'ai soulevé à nouveau. Un mouvement doux, régulier, sûr. Et puis, comme un petit miracle au milieu du chaos, Louis a ri. Un son clair. Un peu rauque, oui. Mais si réel. Une pure, courte explosion de joie qui a rempli la pièce. Evelyne avait la bouche ouverte. Léa avait couvert son visage de ses mains, sanglotant doucement. Moi, j'étais figé. Des larmes coulaient sur mes joues. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Louis. L'enfant qui n'avait connu que la peur et les larmes, riait. Il avait penché la tête en arrière, ses petites mains tendues vers le haut, ses lèvres courbées en un sourire radieux. Encore, l'avais-je entendu murmurer, presque inaudiblement, à travers son souffle. J'ai obéi. Le soulevant une fois de plus, plus légèrement cette fois. Il a ri à nouveau. Plus fort. Plus longtemps. Le rire de Louis a rempli la pièce. Il a résonné contre les murs froids. Il a transpercé l'air lourd, s'élevant vers la lumière blanche et vive d'en haut, qui, étrangement, semblait maintenant plus douce, moins agressive. Evelyne tremblait, sa voix craquant alors qu'elle bégayait, « Comment ? Comment ça s'est arrêté ? Comment peut-il rire ?» Je tenais Louis serré contre moi, ma voix était calme, mais lourde d'une émotion profonde. Parce qu'il n'a jamais été mal élevé. Son cerveau était surchargé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon ton était à la fois tendre et résolu. La lumière, les sons, les odeurs, tout l'attaquait en même temps. Son corps ne pouvait pas le supporter. Les enfants comme lui n'ont pas besoin de discipline. Ils ont besoin d'être compris. Ce mouvement, il aide son corps à réorganiser ce qu'il y a à l'intérieur. À retrouver l'ordre dans le chaos que le monde lui impose. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. L'air était si immobile qu'on n'entendait que la respiration légère de Louis, mêlée aux sanglots discrets de Léa. Evelyne a reculé d'un pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur son petit-fils. Pour la première fois, son regard n'était pas sévère, mais incertain. Tremblant. J'ai penché la tête et j'ai déposé un doux baiser sur le front de Louis. Il a reposé sa tête sur mon épaule, les yeux fermés, un petit sourire toujours sur ses lèvres. Et dans ce silence, un miracle s'était produit. Le son du rire s'est estompé, se dissolvant dans le calme de la pièce. Je tenais toujours Louis dans mes bras, son visage rayonnant de joie, tandis que mes yeux brillaient de larmes. Léa se tenait à mes côtés, la main sur la bouche, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Evelyne de Montaigne avait reculé lentement, ses lèvres tremblantes, sans un mot. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Une voix d'homme a résonné, rauque mais ferme. « Maman, que se passe-t-il ici ?» Tout le monde s'est retourné. Antoine de Montaigne, en costume gris, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage fatigué d'une longue journée. Mais ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité devant la scène. J'étais là, au milieu de la pièce, tenant Louis, le garçon que personne n'avait pu calmer depuis des mois, et qui, maintenant, riait. Il reposait sa tête sur mon épaule, complètement apaisé. Antoine a fait un pas lent en avant, sa voix s'adoucissant. « Louis, tu ris. » Louis s'est tourné, les yeux brillants. « Papa » s'est-il écrié, sa voix tremblante, mais pleine de joie. « Papa, vole. » À cet instant, Antoine s'est figé.
Il m'a regardé, moi, la femme qu'il ne connaissait que comme la femme de ménage. Il a vu quelque chose dans mes yeux qui lui a serré le cœur. La douceur d'une mère. Et la profonde tristesse de quelqu'un qui avait tout perdu. Evelyne a parlé, sa voix aigre d'incrédulité. Antoine, elle l'a jeté en l'air. Elle est folle. Mais Antoine ne l'a pas entendu. Son regard était fixé sur Louis. Le petit garçon riait pour la première fois depuis la mort de sa mère. Il s'est approché. Mon fils. Louis a tendu les bras vers lui, toujours souriant. Je lui ai délicatement confié le garçon dans ses bras et j'ai murmuré, tenez-le bien. Il a besoin de se sentir en sécurité. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il tenait son fils. Louis a reposé sa tête contre sa poitrine. Evelyne est restée figée, le visage pâle. La pièce est tombée dans le silence. Seulement le son de la respiration du père et du fils à l'unisson. Après quelques instants, Antoine a levé les yeux vers moi. « Qu'avez-vous fait » a-t-il demandé, sa voix brisée. J'ai répondu doucement, « Il n'y a pas de magie, monsieur. J'ai juste écouté. Il n'est pas difficile. Il ne peut juste pas exprimer ce qu'il ressent. » Léa a ajouté, les larmes coulant sur son visage, son corps criait à l'aide. Madame Evelyne n'a pas compris, mais mademoiselle Caroline l'a sauvé. Antoine n'a rien dit. Il a baissé les yeux vers son fils, paisible, les yeux clos, une expression calme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il a serré le garçon plus fort et a murmuré, « Merci. » J'ai secoué doucement la tête. Je n'ai rien fait. Louis s'est battu pour lui-même. Je lui ai seulement donné un peu d'espace pour retrouver son chemin, et Evelyne s'est détournée, sa voix faible. « Vous ne comprenez pas, Antoine. Votre fils a besoin de discipline, pas. » « Non, maman, » Antoine l'a interrompu fermement, sa voix remplie d'émotion. « Mon fils a besoin d'amour. » Je me suis penché, posant une main sur l'épaule de Louis, et j'ai murmuré, « Tu es si fort, Louis. Tu as réussi. » Le garçon a souri dans son sommeil, sa petite main toujours accrochée à la chemise de son père. Pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. Mais c'était un silence paisible. Pas un silence lourd. Par la fenêtre, le soleil de l'après-midi pénétrait, faisant scintiller la larme qui brillait sur mon visage. Evelyne a quitté la pièce en silence, sans un mot de plus. Antoine est resté là, tenant son fils, me regardant. Moi, la femme qui avait fait ce que le monde n'avait pas pu faire. Et au plus profond de lui, il savait qu'à partir de ce moment, tout avait changé pour toujours. Une semaine après cet après-midi fatidique, le manoir de Montaigne, sur la colline, n'était plus rempli de cris ou de voix en colère. Au lieu de cela, il résonnait du doux bruit du vent qui caressait les rideaux. Et de la douce mélodie d'une musique de piano chaque matin. Tout a commencé à changer, pas bruyamment, pas de manière dramatique, mais lentement, comme l'aube se lève après une nuit orageuse. Antoine de Montaigne avait appelé un spécialiste renommé de la thérapie sensorielle de la ville. L'homme avait écouté attentivement tandis que je décrivais la crise de Louis. Comment il réagissait à la lumière, au son, aux odeurs. Après un moment de silence, il avait finalement dit, « Elle a raison. Le garçon souffre d'un trouble sévère de l'intégration sensorielle. » Mais ce qui est remarquable, c'est que quelqu'un l'a enfin écouté. Antoine s'était tourné vers moi, sa voix sincère. « Vous ne partez pas, Caroline. À partir de maintenant, vous êtes la principale aide-soignante de Louis. Personne ne comprend mon fils comme vous. » Mes yeux se sont remplis de larmes. C'était une reconnaissance, une confiance qui allait au-delà de mes espérances. Un nouveau sens à ma vie. À cet instant, Léa Fournier se tenait tranquillement dans un coin, les yeux brillants de larmes. Elle a souri, essayant de cacher son émotion. « Même de Montaigne, dit-elle doucement. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. » Antoine et moi nous sommes tournés vers elle. « Vous n'êtes pas obligé, dis-je rapidement. Louis vous aime bien. » Léa a secoué la tête,
souriant tristement. Non, Caroline. Louis a besoin de vous. Quand il vous regarde, il y a de la paix dans ses yeux. Un calme que je n'ai jamais vu auparavant. Je suis venu ici pour aider. Mais vous, vous êtes celle qui a sauvé son âme. Antoine s'est avancé, lui serrant la main avec gratitude. Merci, Léa. Le lendemain, Léa a quitté le manoir. Je me tenais au portail pour lui faire mes adieux. Nous nous sommes serrés fort dans les bras. On reste en contact, j'ai murmuré. Bien sûr, a répondu Léa. C'était un adieu doux amer, mais rempli d'un sentiment partagé que le meilleur chemin avait été trouvé pour Louis. Elle était une alliée précieuse, et son départ, bien que triste, était le signe d'un nouveau chapitre. À partir de ce jour, la maison a commencé à changer. Les lumières de la salle à manger ont été remplacées par des lumières dorées et douces, et les rideaux ont été épaissis pour protéger du soleil intense. Les sons aigus ont disparu, remplacés par de douces mélodies de piano le matin. L'odeur de l'eau de Javel s'est envolée. Seul le doux parfum de lavande flottait dans les couloirs. Le manoir de Montaigne n'était plus la même. Lentement, mais sûrement, la lumière et le son commençaient à se réorganiser, à l'image des cœurs qui s'ouvraient. Et dans ce nouveau chapitre, les leçons que nous avons tous apprises, et continuons d'apprendre, sont celles qui résonnent le plus fort. Si vous, chers auditeurs, avez encore écouté jusqu'ici, aidez-moi à commenter le numéro ainsi ci-dessous, pour que je sache qu'il y a encore des amis qui m'accompagnent tout au long de ce voyage. Votre présence est la plus grande motivation pour que je continue à raconter la dernière partie de cette histoire sur la chaîne Les Voix du Cœur. Merci beaucoup. Louis fut le premier à changer. Il commença à mieux dormir. Les crises de panique se firent moins fréquentes. Chaque matin, je le trouvais assis sur le tapis, alignant ses blocs de bois, fredonnant doucement la musique du piano. C'était un spectacle simple, mais qui me remplissait le cœur d'une joie immense, d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis tant d'années. Antoine se tenait souvent près de l'embrasure de la porte, observant en silence. Il ne disait rien, mais il souriait. Un sourire rare, si rare après tant d'années de deuil et de distance. Ce n'était pas un grand éclat de joie, mais une lueur discrète, presque timide, qui traversait son visage fatigué. Il y avait dans son regard une tendresse nouvelle pour son fils, une compréhension qui commençait à fleurir. Et Évelyne de Montaigne, elle qui avait autrefois cru en la discipline absolue, devait maintenant réapprendre la chose la plus simple de toutes, comment tenir son petit-fils. Au début, elle était maladroite. Raide. Peur d'effrayer Louis. Je l'ai guidé patiemment, pas à pas, n'ayez pas peur, madame. Tenez-le juste avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Laissez-le simplement sentir que vous êtes là. Elle hésitait, ses mains un peu crispées. On voyait le combat intérieur, la volonté de s'ouvrir, de se laisser aller, face à des années de contrôle et de retenue. Elle était comme un enfant apprenant à marcher, incertaine, mais déterminée. Un matin, Louis a couru vers elle, les bras tendus. « Grand-mère, je veux un câlin. » Évelyne s'est figée. Ses yeux, qui autrefois étaient si froids, se sont agrandis, exprimant un mélange de surprise et d'une joie hésitante. Elle m'a regardé, cherchant une validation, une permission. J'ai hoché la tête doucement, l'encourageant d'un sourire. Puis, lentement, elle s'est penchée et a serré Louis dans ses bras. Louis a ri. Un petit rire doux, réconfortant. Il a reposé sa tête contre sa poitrine. Évelyne tremblait. Et pour la première fois depuis des années, une larme a roulé sur sa joue, tombant doucement sur l'épaule de l'enfant. Cette larme était plus qu'une larme. C'était une libération. Le symbole d'une armure qui se brisait. À partir de ce jour, elle a cessé de donner des ordres. Elle a commencé à demander. « Louis, qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui ?» Et quand il parlait, elle l'écoutait. Elle l'écoutait vraiment. Pas seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. C'était une transformation silencieuse, profonde. Le manoir,
qui était une forteresse de glace, commençait à se réchauffer de l'intérieur, nourrie par la tendresse retrouvée. J'ai vu en Evelyne une humilité nouvelle, une femme qui, après avoir tout réussi selon ses propres règles, acceptait de se laisser enseigner par la pureté d'un enfant et la simplicité de l'amour. Les premières lueurs d'espoir ne venaient pas seulement du soleil qui entrait par les fenêtres, mais de ces cœurs qui s'ouvraient point pendant ce temps, le lien entre Antoine et moi s'est renforcé. Silencieusement. Naturellement. Ce n'était pas une explosion de sentiments. C'était plutôt comme l'eau qui s'infiltre doucement dans la terre assoiffée, nourrissant ce qui était sec. Il commençait à rentrer à la maison plus tôt chaque jour. Nous nous asseyions ensemble sur le sol avec Louis, lui apprenant à nommer les émotions, tristes, heureux, effrayés, joyeux. Louis pointait du doigt les images, répétant les mots avec sa petite voix. Chaque nouvelle émotion qu'il parvenait à exprimer était une victoire. Parfois, nos regards se rencontraient. Juste un instant. Mais c'était suffisant pour que nous comprenions tous les deux. La solitude qui nous habitait n'était plus seulement la nôtre. Elle s'était transformée en un espace partagé, un réconfort silencieux. Antoine n'avait plus besoin de se cacher dans son bureau. Il ne cherchait plus à enfouir sa douleur. Il la partageait, sans un mot, par sa présence, par ses gestes. Il apprenait à être père à nouveau. Un soir tard, après avoir bordé Louis, Antoine m'a trouvé en train de plier des couvertures dans le salon. Merci, a-t-il dit doucement. Pas seulement pour mon fils, Caroline. Mais pour avoir ramené la vie dans cette maison. C'était un remerciement qui venait du fond du cœur. Un remerciement pour bien plus que mon travail. J'ai souri doucement. Je n'ai nettoyé autre chose que les sols, M de Montaigne. J'ai nettoyé les cœurs. Nous nous sommes regardés. Nos yeux étaient remplis de gratitude, d'une gratitude sincère. Et d'une lueur d'espoir. Un espoir que le passé pouvait enfin être laissé derrière, et qu'un avenir différent était possible. Un avenir fait de chaleur, de rire, de partage. Evelyne, elle, continuait son chemin. Un après-midi, alors que le soleil couchant baignait le jardin d'or, elle est sortie sur la véranda où j'arrosais les plantes. Elle est restée là, silencieuse, pendant un long moment. Puis, elle a parlé doucement. Et Caroline? J'ai tourné la tête. Douce comme toujours. Oui, madame. Evelyne a pris une profonde inspiration, sa voix tremblante. J'ai eu tort, Caroline. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Evelyne a continué. Je croyais que l'amour devait être strict, lié par des règles, inflexibles. Mais il s'avère qu'il a seulement besoin d'écouter. Je me suis approché. J'ai pris sa main doucement. Nous avons tous fait des erreurs, madame. Ce qui compte, c'est que maintenant, Louis a une grand-mère qui sait l'aimer de la bonne manière. Evelyne a souri faiblement. Une autre larme est tombée. Une larme libératrice. Dans la lueur du soir, les deux femmes se tenaient côte à côte. Venant de deux mondes si différents. Mais toutes les deux, enfin, en train de guérir ensemble. Le manoir, autrefois le théâtre de tant de douleurs silencieuses, était devenu le refuge de cœurs apaisés, se parlant enfin, sans barrière. Plus d'un an s'était écoulé depuis le jour où tout avait commencé à changer. Le manoir de Montaigne était désormais rempli de lumière. Et de rire. Ce n'était plus le silence lourd d'autrefois, mais une symphonie douce de la vie retrouvée. Sous la tonnelle de roses, j'étais assise, lisant. Le parfum des fleurs s'enroulait autour de moi comme un doux ruban. Au milieu du jardin, Louis courait pieds nus, chassant les papillons, son rire cristallin emplissant l'air. Antoine est sorti, portant 2 verres de limonade. Il en a posé un devant moi et s'est assis à mes côtés. Une douce brise a balayé le jardin. Les roses se sont balancées. Le soleil de fin d'après-midi s'est étiré sur nos mains, chaud et tendre. Du milieu du jardin, Louis est arrivé en courant vers nous, les bras grands ouverts. Maman, papa, j'ai vraiment volé. J'ai ri.
J'ai serré le garçon dans mes bras. C'était un rire plein. Un rire de bonheur pur. Antoine nous a rejoints dans l'étreinte. Dans l'éclat doré du jardin, nous nous tenions tous les trois, serrés. Pas de passé. Pas de douleur. Juste la paix. Et l'amour. Ce jour-là, dans ce jardin baigné de lumière, j'ai compris que le véritable amour parental n'est pas une question d'autorité ou de règles inflexibles. C'est un acte d'humilité, une disposition à écouter ce que les yeux ne voient pas et les mots ne disent pas. Car aimer, c'est avant tout s'incliner devant l'âme fragile d'un enfant et accepter la responsabilité morale de le guider avec tendresse, non avec force aveugle. Antoine, cet homme si sûr de lui dans le monde des affaires, avait appris à douter de ses certitudes, à se laisser guider par un cœur qu'il croyait perdu. Et Louis, le petit prince de cette histoire, m'a montré qu'il faut un courage immense pour être soi-même. Pour laisser éclater sa vérité quand le monde autour semble vouloir la museler. Son rire, ses larmes, sa joie retrouvée, sont la preuve que la plus belle forme d'amour est celle qui s'offre sans phare, avec la vulnérabilité et la force de sa propre authenticité. Il n'avait pas eu besoin de grands discours, juste d'une main tendue, d'un regard compréhensif pour retrouver sa voix, sa lumière intérieure. Le manoir de Montaigne, autrefois un temple de silence et d'apparat, est devenu un foyer de vie. Cela m'a appris que même dans une société où la performance et l'image règnent en maître, la vérité du cœur et la voix de la conscience restent les seuls véritables guides. Elles sont les sentinelles silencieuses qui veillent sur notre humanité, rappelant que la douceur et l'écoute peuvent toujours triompher de l'indifférence, même dans le plus grand des silences. Mon chemin, celui d'une simple femme de ménage, avait croisé celui d'une famille déchirée. Et de ce croisement, de cette rencontre des âmes, était né un nouveau commencement. Une leçon que je chérirai toujours. L'histoire de Caroline Moreau se termine ici. Que pensez-vous du chemin qu'a choisi Caroline? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à tant de douleur et à cette lueur d'espoir? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement, mot après mot. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec ceux qui, selon vous, seraient aussi émus, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du cœur humain. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre, celle que nous aurons le privilège de raconter.